Tout ce que je vous ai dit depuis le début de cette conférence était très grave. Ce que je vais vous dire maintenant est encore plus grave. Et comme tout ce que je vous ai dit depuis le début de cette réunion, je crois que je suis le seul à vous le dire, ce que je vais vous dire maintenant, je suis aussi le seul à vous le dire, c'est excessivement grave et important. Pourquoi les gouvernements veulent-ils supprimer les petites communes et les départements et créer des méga-communes et des grandes régions? Je vais vous présenter ceci. Qu'est-ce que c'est, ça? A priori, vous ne voyez pas très bien ce que c'est. En fait, il s'agit tout simplement de quelqu'un qui visite le musée d'Orsay à Paris, ou je ne sais plus quel musée, et qui est en train de regarder une toile à 5 cm. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il voit des vagues taches de couleur. Quand vous êtes dans cette situation, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut prendre du recul. Il faut reculer d'environ 3-4 mètres, et là, d'un seul coup, vous allez voir qu'en fait, il s'agit d'un tableau de Georges Seurat, qui, je crois, est au musée d'Orsay. Georges Seurat, c'est une école pointilliste, ça doit être un tableau de 1898, à la Grande Jatte, le port de la Grande Jatte, dans la région parisienne. D'un seul coup, ce que vous ne compreniez pas, les détails, prennent dans un tableau d'ensemble où là, vous comprenez ce qui se passe. Ce que je fais avec vous ici, ça s'appelle une métaphore. C'est-à-dire que ce que je vous dis, c'est que la suppression des communes de France, des petits villages, la création des grandes régions par M. Hollande, ce sont des taches de couleur que personne ne vous explique parce que personne ne fait cet effort de prendre le recul nécessaire pour bien comprendre ce qui se passe. Et pourquoi ne le font-ils pas? Parce que si vous comprenez ce qui se passe, c'est absolument terrifiant. Je dis bien terrifiant. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, vous savez que vous me connaissez maintenant. Moi, j'aime bien l'histoire. Mais pourquoi j'aime bien l'histoire? Parce que l'histoire, ça permet de comprendre les choses. Nous sommes les héritiers d'un pays qui a 1500 ans d'âge depuis le baptême de Clovis, je l'ai dit tout à l'heure. La France est un pays qui s'est constitué par l'agrégation progressive de différentes provinces au gré des mariages, comme par exemple Anne de Bretagne avec Charles VIII, puis, après que celui-ci se fut fracassé le crâne contre un linteau à Amboise, parce qu'il voulait aller voir un match de tennis, enfin ce qu'on appelle le jeu de paume, il s'est remarié avec Louis XII. Et puis par le traité de 1532, le duché de Bretagne a été rattaché à la couronne. Vous savez que le duché de Bourgogne a été rattaché à la couronne de France après la mort de Charles le Téméraire, en 1471 je crois, dans les marais près de Nancy, dans sa lutte à mort contre Louis XI. Le département des Pyrénées-Orientales, enfin c'était l'ancien à l'époque, c'était le comté de Roussillon. Le Roussillon a été rattaché à la couronne de France par le traité de 1659, avec du temps de Mazarin. La Franche-Comté a été rattachée à la France sous Henri IV, puis avec l'Alsace et puis la Flandre sous Louis XIV. La France d'Ancien Régime, c'est la France de 1789, avec les cartes de Vidal-Lablache, que les animaux préhistoriques qui ont plus de 50 ans dans cette salle, dont je fais partie, ont connu quand ils étaient petits. Eh bien, là-dedans, vous aviez donc un pays fait de briques et de brocs, avec des grandes provinces. La Bretagne, la Normandie, la Champagne, la Bourgogne, le Languedoc, la Guyenne, la Gascogne, le Poitou. Et puis des toutes petites provinces, parfois. L'Aunis, la Saintonge, le comté de Foix, le Roussillon, l'Artois, les Flandres, le Nivernais. Il y avait une extrême variété de situations. La livre de Rouen, qui était un poids, ne pesait pas le même poids que la livre de Toulouse. Il y avait les pouces qui étaient les pouces bretons, étaient plus courts que les pouces de Provence, ou à moins que ça ne soit l'inverse. Je parle des pouces. Pour passer d'une province à une autre, il fallait franchir des octrois, payer des droits de douane.
Dans chacune de ces provinces, il y avait des parlements qui menaient la vie dure au roi. Les aristocrates, contrairement à ce que l'on croit, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'y reviens, menaient la vie dure au roi. Lorsque le roi prenait un édit royal, il fallait encore qu'il fût transcrit dans les provinces par un accord des parlements de province, qui était le lieu où il y avait des féodalités incroyables, des gens qui se servaient sur la bête, des trésoriers, enfin, des receveurs des finances qui détournaient l'argent, enfin, c'était ça la Provence. Vous aviez, ceux que ça intéresse, je les invite à lire, enfin, je les invite pas, je leur suggère de lire le livre de Voltaire, par exemple, l'histoire du Parlement de Paris, vous l'apprendrez de belle. Vous verrez comment François Ier, Louis XIII, etc., qui sont tous les rois de France, se cassaient les dents sur la mauvaise volonté du Parlement de Paris pour transcrire les édits royaux. Il n'y a que Louis XIV qui a réussi, parce qu'il avait une forte personnalité, à imposer son point de vue. En sous Louis XV, Louis XVI, ça repartait en décor. Bon. Donc on avait d'ailleurs dans ces provinces des impositions très diverses. Il y avait certains qui étaient, il y a la gabelle, la dîme, avec des droits très différents. Bref, le royaume de France, ils avaient un souverain, le roi de France, mais là-dedans, vous tranchissiez les provinces, c'était un manteau d'arlequin. Le peuple français est un peuple, vous lisez les bouquins d'Emmanuel Todd, c'est un peuple, du point de vue anthropologique, est un peuple égalitariste. Les Français, on est des héritiers des tribus gauloises, les Français, ils aiment, ils sont un peuple un peu envieux, égalitaire aussi. Ils n'aiment pas ils n'aiment pas les inégalités. Rappelez-vous, Louis IX l'avait parfaitement compris, hein, il jugeait sous son chef. Donc la Révolution française, c'est d'abord une révolution égalitariste. Et face à ça, eh bien nos aïeux ont pris une décision incroyable pour briser les féodalités, tous les féodaux qu'il y avait dans les provinces, le duc du Maine, le duc d'Anjou, le ci, le ça, le duc de Bourgogne, le comte d'Artois, le truc et le machin, pour briser les féodalités, pour garantir l'égalité des Français et des territoires, pour assurer la survie de la nation face aux menaces européennes, déjà, parce que dans notre histoire, l'Europe a toujours été un principe contre-révolutionnaire. Toujours un principe réactionnaire, toujours. C'est encore vrai de nos jours. Pour assurer la survie de la nation face aux menaces européennes, vous savez ce qui s'est passé le 14 juillet 1789, ça dit quelque chose, c'est la prise de la Bastille. Le lendemain, 15 juillet 1789, le comte d'Artois, Charles, qui est le plus jeune frère de Louis XVI, qui montera sur le trône en 1824, sous le nom de Charles X, c'est un dingue, c'est un ville d'extrême droite. Il n'acceptera jamais la révolution dans sa tête. Quand il montera sur le trône en 1824, quelques années après, il demandera à son éminence grise, le prince de Polignac, de prendre des ordonnances pour revenir sur la liberté de la presse. C'est ce qu'a fait péter la deuxième révolution en 1830. Il sera obligé de s'enfuir et ça sera l'arrivée d'une nouvelle dynastie avec Louis-Philippe. Donc Charles, à l'époque, il est encore jeune, en 1789, comte d'Artois, le 15 juillet 1789, il part avec son copain Louis de Condé, prince de Condé, direction l'Allemagne, enfin les Allemagnes, les principautés allemandes, pour commencer à ameuter les rois, les princes d'Europe, pour mener la guerre contre le peuple français. Donc il faut, face à tout ça, assurer la cohésion nationale. Les aïeux ont décidé, les révolutionnaires, la disparition des provinces d'Ancien Régime et ils décident de créer une centaine de départements de taille comparable. Le premier projet, c'est un projet assez dingue quand vous y réfléchissez. C'est le projet de l'abbé Sieyès et du député Tourret. C'est-à-dire que la France est coupée comme un damier d'un jeu d'échecs. Chacun dans une case. C'est une volonté d'égalité à tout prix. Ça, c'est quelque chose d'assez fou quand vous y réfléchissez. On est dans une époque aussi, au XVIIIe siècle, où on aime les utopies architecturales et politiques. Ledoux fera les salines d'Arc-et-Senans dans le Doubs, que vous connaissez peut-être. Claude L'Enfant, à peu près à la même époque, sera l'architecte de la ville de Washington, qui va être une espèce de bavard à Célesteville, où vous avez la ville de Washington répond à des idéaux à la fois politiques et architecturaux. Et bien là, c'est la même chose. Sauf qu'on se dit, à la réflexion, c'est quand même un peu difficile, parce qu'il y a quand même des fleuves, des rivières, il y a quand même des routes qui parfois remontent à l'Antiquité, il y a quand même des bassins de population, des montagnes, donc on ne peut pas faire ça. Et ça va donner donc, le 15 janvier 1790, la France est divisée en 83 départements, avec comme particularité la taille de ces départements. En gros, alors on a arrondi les angles, on a quand même fait en sorte
que ce ne soit pas complètement délirant. Mais c'est un truc année zéro. Hein. C'est très. C'est un choc énorme pour la France. Les départements sont conçus pour que l'on puisse aller du point le plus éloigné jusqu'au chef-lieu, où il y aura bientôt des préfets, décidés par Napoléon, puis retour en une seule journée à cheval. Au cours de la même journée, quelqu'un peut aller au chef-lieu, aller voir le représentant de l'État, de l'administration, et puis revenir chez lui dans sa ferme en un jour. C'est ça le principe, à peu près. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'on avait la France des féodalités, des provinces, avec d'un seul coup la France de la liberté et de l'égalité. Ça s'accompagne d'ailleurs de l'adoption du système métrique. Le même poids à travers tout le royaume. On est encore en royauté, hein, en 1790. À travers tout le royaume, les mêmes poids et mesures. À travers tout le royaume, la même volonté d'assurer l'égalité entre les Français. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nos aïeux, s'ils ont fait ça, c'est quand même pas... C'était pas absurde. C'était pour tenir compte de ce goût inné des Français pour la justice et l'égalité de traitement entre les Français. Et les Français vont, en fait, plébisciter ces créations. Ils vont adorer ce système. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir circuler à travers tout le royaume. Il n'y aura plus d'octroi. On aura les mêmes poids et mesures. Et à travers tout le royaume, il y aura les mêmes impositions pour tout le monde, d'ailleurs. Puisqu'avant, vous savez que c'était les pauvres qui payaient. Les plus riches échappaient à l'impôt. D'ailleurs, on est revenu à la même situation. Oui. Maintenant, les plus riches organisent leur évasion fiscale en allant faire ressortir leur profit au Luxembourg. Donc les Français vont plébisciter ça au point que... Alors il y en avait 83, il y aura des départements qui sont créés. Par exemple, le Tarn-et-Garonne n'existait pas dans la première version, il sera créé ultérieurement. Également en région parisienne, il y aura dans les années 64 la création de plein de nouveaux départements. Les départements d'outre-mer, c'est comme ça que maintenant il y a 101 départements. Vous le savez depuis notamment que Mayotte est devenu le 101e département français. Mais enfin en gros, la France et ce système va parfaitement convenir à l'esprit français. De telle sorte que en 1791, 14 septembre 1791, la première constitution française qui pose le principe de la souveraineté nationale et non plus de la souveraineté de droit divin. Louis XVI est maintenu en fonction, mais il perd son titre de roi de France, il devient roi des Français. Roi des France, oui, comme on disait à l'époque. 1792, le manifeste du duc de Brunswick, le 10 août, puis la nuit du 10 août, Louis XVI se réfugie, comme vous le savez, au jeu de paume, puis ensuite il est placé en garde à vue à la prison du Temple, puis la bataille de Valmy du 20 septembre, qui est gagnée par les révolutionnaires, à la stupéfaction générale. C'est là que Goethe, le poète allemand qui était jeune et qui était à Valmy, dira de ce jour, de cette heure, date une ère nouvelle dans l'histoire du monde. Et puis, 1792, donc la chute de la monarchie, la République. Elle conserve les départements. La Convention conserve les départements. La Terreur conserve les départements. Après Thermidor et la chute de Robespierre, on conserve les départements et les communes. Je voulais préciser qu'au même moment, non seulement on crée les départements, mais on crée les communes. Les communes, ce sont les paroisses de l'Église, les paroisses médiévales qui sont transformées en communes. 36 000 à peu près. 38 000. Et puis survient le directoire, qui conserve les départements et les communes. Puis arrive le consulat, avec Napoléon, qui conserve, Bonaparte conserve les communes et les départements. Et puis Napoléon crée l'Empire. Le premier empire conserve les communes et les départements. En 1814, première chute de Napoléon, Louis XVIII arrive au pouvoir, première restauration. Louis XVIII qui fait la restauration. Il chasse le drapeau bleu, blanc, rouge, il remet le drapeau blanc aux fleurs de lys d'or. Eh bien, néanmoins, Louis XVIII, qui est un roi un peu méconnu, qui n'est pas aussi bête que son frère aîné et son frère cadet, qui est même le plus intelligent de la bande, Louis XVIII se rend compte qu'il ne faut pas charrier, il faut y aller mollo avec les Français, donc il décide de ne pas revenir aux provinces d'Ancien Régime, il conserve les départements et les communes également créés. Parce qu'il a bien compris que les Français y sont déjà très attachés. Après, il y a l'épisode des 100 jours, Napoléon quitte l'île d'Elbe, revient, il conserve évidemment les départements et les communes. Puis il est chassé après Waterloo, il part à l'île de Sainte-Hélène.
Louis XVIII remonte sur le trône pour la deuxième restauration, il conserve les départements et les communes. 1824, il meurt, c'est son frère cadet, Charles X, comme je l'ai dit tout à l'heure, un type qui faisait partie de ce que Talleyrand avait décrit, vous savez, des émigrés, des nobles émigrés, en disant, revenant en France, il disait, ils n'ont rien oublié et rien appris. Terrible. Et là, Charles X, néanmoins, conserve les départements et les communes. 1830, révolution des Trois Glorieuses, Louis-Philippe monte sur le trône, il conserve les départements et les communes. 1848, chute définitive de la monarchie en France, Deuxième République, Lamartine, Ledru-Rollin, tout ce petit monde conserve les départements et les communes. Louis-Napoléon Bonaparte s'est élu premier président de la République française, il conserve les départements et les communes. Sous le Second Empire, après le coup d'État qu'il va faire pour créer le Second Empire, il conserve les départements et les communes. Après Sedan, l'effondrement du Second Empire et l'arrivée progressive de la Troisième République, vous savez qu'il n'y a pas de constitution de la Troisième République, la Troisième République conserve les départements et les communes. Alors la question, mais donc, après ce rapide survol historique, qui a recréé les régions en France? Parce qu'on avait l'État, les départements et les communes. Qui a recréé ces fichues régions? Réponse, 1941. Le retour des provinces sous forme de régions a été décidé par Pétain pendant l'occupation. Vous voyez d'ailleurs ces régions qui épousent d'ailleurs la ligne de démarcation. Et pourquoi Pétain fait-il cela? Pour deux raisons essentielles. La première, pour des raisons idéologiques sous l'influence de Charles Maurras et par haine de la République et de la gueuse. Ils veulent recréer les provinces d'ancien régime. Ils vont d'ailleurs développer l'apprentissage de l'occitan, des langues régionales, puisque la volonté de la Troisième République, ça avait été tout le contraire. Oh, je sais bien, il y a des gens qui me disent, des Bretons, oui, mon arrière-grand-père, il avait le bonnet d'âne parce qu'il ne parlait pas le français. Je dis, oui, ben, moi aussi, parce que moi aussi, j'avais un arrière-grand-père breton. Sauf que si on mettait le bonnet d'âne aux Français qui parlaient le patois sous la Troisième République, c'était pas pour les punir, c'était pour les tirer vers le haut. C'était pour que tout le peuple parle la langue de l'élite. C'est ça, les hussards noirs de la République. Voilà. Les élites françaises ont toujours eu le souci de ne pas parler la même langue que le peuple. Voilà la réalité. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la langue française s'est développée au grand siècle? C'est parce que justement les aristocrates que Louis XIV avait verrouillés ont eu à cœur de parler une langue châtiée par rapport aux populos qui parlaient des patois. Donc la langue de Corneille, de Racine, de Molière, de Boileau, de Bossuet, c'est une langue d'aristocrate, c'est une langue de l'élite française qui refuse de parler les patois et qui parle la grande langue française, qui va devenir la langue de l'aristocratie européenne. Et ce qu'ont voulu faire les gens de la Troisième République, c'est que tous les Français puissent parler la même langue pour que le plus petit d'entre eux, celui qui est issu du milieu le plus modeste, puisse accéder aux plus hautes fonctions puisqu'il parlera la langue des élites. Et ce que feront justement les anti-républicains, c'est toujours d'essayer de promouvoir les langues régionales pour refermer les gens dans leur glaive. Et actuellement, comme tout le monde parle le français maintenant en France, les élites font quoi? Elles parlent l'américain. C'est devenu maintenant un nouveau marqueur social. Ceux qui parlent l'américain, ce sont les gens chics. C'est pour ça que dans les grandes écoles de commerce maintenant en France ou à Sciences Po, il y a des années entières en américain. D'où la loi Fioraso, d'ailleurs, prétendument par un gouvernement socialiste, qui maintenant a autorisé l'enseignement entièrement en américain à la Sorbonne, dans les universités françaises. Et au même moment, on promeut le développement des langues régionales. C'est-à-dire qu'on veut vraiment recréer la séparation du peuple. Donc ça, c'est la première chose, des raisons idéologiques, la haine de l'égalité, de la liberté, de la fraternité. Et la deuxième chose, c'est par soumission politique à l'étranger, parce que les Allemands le veulent. Parce que les Allemands, ils veulent la destruction de l'unité nationale française. Ils soutiennent, je vais en parler dans un instant, notamment les mouvements indépendantistes bretons, comme ils avaient soutenu les mouvements indépendantistes alsaciens. Sous ces deux influences, Pétain va donc créer ces régions. Il crée par exemple la région Bourgogne-Franche-Comté. Tiens, Flambylou l'a recréé. Il crée la région Normandie. Tiens, Flambylou l'a recréé aussi.
Il crée la région Bretagne, mais là, il crée la région Bretagne en enlevant le département de Loire-Atlantique. Parce que Pétain n'est pas nazi. Hein. C'est pas un nazi, Pétain. Pétain, il est pétainiste. Comme Hollande est hollandiste, Valls est assez valsien, Fillon, filloniste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font carrière, quelles que soient les vicissitudes du moment. Donc, Pétain, il est pétainiste, donc il donne un petit peu du grain à moudre aux Allemands, mais quand même pas trop. Parce qu'il sait quand même que la Bretagne est un sujet sensible. Et il sait quand même qu'il ne faudrait pas aller trop loin, parce qu'il sait que la France peut être détruite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les forces indépendantistes en Bretagne disent que c'est un scandale que dans la région Bretagne, il n'y ait pas le département de Loire-Atlantique. C'est Pétain qui avait décidé. Oui, mais ce que personne n'ose répondre aux indépendantistes bretons actuels, c'est que Pétain avait recréé des régions que les révolutionnaires avaient justement supprimées et qu'il l'avait fait à la demande des nazis. Alors, nous avons eu à ce moment-là, tout au long du XXe siècle, à partir de 1941, la création d'un millefeuille administratif. 1790, je l'ai dit, suppression des provinces d'Ancien Régime et création des départements. 1941, je l'ai dit, création des régions par Pétain. 1944, évidemment, l'effondrement de l'État français, la libération, suppression des régions. Mais, sous la 4e République, 1948, création des IGAM. Les IGAM, ce ne sont pas des bigames, ce ne sont pas des iguanes, ce sont des préfets en région qui ont une vague mission de coordination entre départements. 1956, création de 21 régions de planification. 61, ces 21 régions deviennent des circonscriptions d'action régionale. 69, c'est l'échec du référendum sur la régionalisation. Vous voyez que De Gaulle, au passage, 4e et 5e République, du début, De Gaulle n'a pas recréé les régions. Hein. Même s'il y a eu son référendum sur la régionalisation, de toute façon, il voulait le perdre, il voulait s'en aller. 1972, Georges Pompidou, toujours essayant de manœuvrer entre les uns et les autres, décide de créer les régions sous forme d'établissements publics régionaux. C'est la création des régions, mais c'est sous forme d'un simple établissement public, peu doté en fonctionnaires et en frais de fonctionnement et d'investissement. Ce reste des organismes de coordination interdépartementale. Et arrive 1982, avec les lois Defferre sur la décentralisation, qui décide de transformer les régions en collectivités territoriales. Alors ça, c'est très important, ce que je vous dis là. Ça veut dire qu'entre 1790 et 1982, c'est-à-dire que pendant pratiquement 2 siècles, la France, elle n'a connu que 3 états d'administration, 3 niveaux d'administration, l'État, les départements et les communes. Et en 1982, on crée un nouvel étage d'administration, les régions, avec vocation à avoir des élus. C'est d'ailleurs le cas en 1986, la création des conseils régionaux élus au suffrage universel avec 1757 conseillers régionaux qui vont être payés sur votre argent et le mien. Les 1757 conseillers régionaux, les 22 ou 23 présidents de conseils régionaux vont avoir des hôtels de région, vont avoir un directeur de cabinet, un chef de cabinet, une secrétaire de cabinet, des conseillers de cabinet, des voitures de fonction avec tableau de bord en loupe d'orme et siège en cuir profond chauffé. Et puis après le vice-président, et puis le 2e vice-président, et puis le 3e vice-président, etc., etc. Et puis en 1992, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de cette conférence, le traité de Maastricht transforme la communauté économique européenne, c'est-à-dire un marché, une organisation de marché, en une Union européenne, un autre État, donc un nouvel étage d'administration. Et en 2016, Flamby réduit le nombre de régions à 13. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 200 ans, 192 ans, la France a vécu avec 3 niveaux d'administration, l'État, les départements et les communes. L'État, que ce soit le Royaume de France, la République ou l'Empire, les départements créés en 1790 et les communes, qui remontent au Moyen-Âge, pendant 200 ans, et d'un seul coup, en l'espace de 10 ans, la France, enfin le gouvernement, les socialistes en l'espèce, vont créer les régions, 4e niveau d'administration, et l'Union européenne, 5e niveau d'administration.
avec à chaque fois des surcoûts considérables, bien entendu. Donc les Français sont de plus en plus écrasés par le poids de ces niveaux d'administration les uns au-dessus des autres. On parle maintenant de millefeuille administratif. Vous allez voir quelle est la suite des événements. Parce que lorsque M. Hollande a décidé en 2014 ou 2015 de supprimer, de fusionner un certain nombre de communes, aussitôt les gens se sont posé des questions. Hollande veut-il la fin du Languedoc-Roussillon? L'Auvergne va-t-elle être mariée avec Rhône-Alpes? L'Alsace-Lorraine ne fait pas rêver, etc., etc., etc. On sait depuis quelques semaines, très exactement depuis le 19 octobre dernier, qu'un rapport de la Cour des comptes a publié « La réforme territoriale est une catastrophe économique. La loi NOTRe est un désastre. » Pourquoi? Parce qu'actuellement, nous avons affaire à une réforme territoriale qui consiste d'une part à fusionner des grandes régions, d'autre part à fusionner de force des communes auxquelles on coupe les vivres, c'est-à-dire la dotation globale de fonctionnement versée par l'État, ou qui diminue de plus en plus, de telle sorte que les maires des petites communes sont de plus en plus étranglés. Et on leur dit, vous devez fusionner avec les 10, 15, 20, 25, 30 communes qui sont autour de vous. Or, ceci crée des dysfonctionnements majeurs. D'abord parce qu'on force la nature de la France. C'est comme si quelqu'un a tendance à un petit peu d'embonpoint, des choses qui peuvent arriver. On arrive au deuxième rang. Quelqu'un a un peu tendance d'embonpoint, on peut toujours faire des régimes, mais ça ne sera jamais quelqu'un d'extrêmement mince. Voilà. Quelqu'un peut avoir les yeux bleus, on pourra beau faire tout ce qu'il veut, il n'aura pas les yeux marrons. C'est comme ça. La France, c'est la France. Nous, notre truc, c'est qu'on a 36 000 communes. Moi, j'ai une maison de campagne dans la Nièvre, un petit village, à 4 km de là, il y a un village qui s'appelle Saint-Laurent. Et dans mon village à moi, on dit Saint-Laurent, bonne terre, ski de gens, menteur, voleur et puis escroc en même temps. Ça fait des siècles que ça dure. Alors certains ils vont rigoler, c'est l'esprit de clocher. Mais oui, mais on est comme ça. C'est comme si des gens nous disaient « Quoi? Vous avez 365 fromages, il faut que vous n'en ayez que 5. » Mais c'est pas comme ça. Vous imaginez qu'on dise aux Français « Vous n'aurez plus que 5 fromages. Alors choisissez. » Et alors naturellement, ça serait la fureur générale. Donc les gens diraient « Alors on va fusionner. On va fusionner le camembert et le roquefort. On va faire un mélange. » C'est exactement ça. C'est la France des 36 000 communes. Et les gens qui nous disent « Mais ça n'est pas la taille. » On va en parler de tout ça. Alors, les communes que l'on force à fusionner, vous avez dans les communes, vous avez des communes qui sont des communes du littoral, qui ont les problèmes de la protection de la loi littorale. Puis vous avez d'autres qui sont dans l'intérieur des terres. Ce ne sont pas du tout les mêmes problématiques. Vous avez qui sont en zone de montagne, d'autres pas. Vous avez des communes qui ont des risques naturels, par exemple avec des torrents, vous savez, les gaves qu'il y a dans les Pyrénées, avec des risques de submersion, d'autres qui n'ont aucun rapport avec ça. Vous avez des communes de droite et des communes de gauche. Vous avez des communes avec des fortes ressources fiscales. Il suffit qu'il y ait une usine ou qu'un maire ait décidé d'installer des éoliennes, elles ont des fortes ressources, alors que la commune d'à côté n'en aura pas grand-chose. Vous avez des communes qui sont très bien gérées, avec un petit magot, endettement zéro, puis d'autres qui sont au bord de la faillite. Vous avez de tout, et vous avez par ailleurs cet esprit de clocher ancestral qui vient saupoudrer tout ça avec du piment. Ça ne marche pas. Enfin, j'ai vu je rencontre pas mal de maires en ce moment, pour une raison que vous avez peut-être percée un jour. Un jour, je vois un maire qui me dit « Vous comprenez, monsieur, on est 28 communes, ça ne peut pas marcher. » Je lui dis « 28, tiens, ça me rappelle quelque chose. » Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est comme les nombres d'États de l'Union européenne. Au même moment, la fusion des régions procure des catastrophes aussi, puisque vous avez des régions, par exemple, en Champagne-Ardenne, c'est la Berdina. La capitale régionale de Châlons, en Champagne-Ardenne, ils ont assisté dans la même année à la perte de leur statut de capitale régionale, et en plus de ça, à la fin, enfin la fermeture d'un grand nombre de régiments
de l'armée qui ferme boutique. Donc ils se retrouvent avec des milliers, dizaines de milliers d'hectares de bâtiments de l'armée qui sont vides. Enfin, c'est la bérésina complète. Le plus fort de nos aides à faire, c'est que, pour ne faire de peine à personne, il n'y a pas un seul fonctionnaire qui a été licencié. Au contraire, les anciens présidents de région sont devenus des vice-présidents où ils ont toujours leur voiture avec tableau de bord en loupe d'or, siège en cuir, enfin, vous connaissez le truc. Mieux encore, c'est que, pour ne faire de peine à personne, on a fait que dans certains cas, par exemple en région Rhône-Alpes, à Auvergne, il y aura des sessions qui se tiendront une fois à Lyon, une autre fois à Clermont-Ferrand. Donc on va faire une noria de fonctionnaires, une augmentation en flèche des frais de transport, des frais d'hébergement, enfin bon, sans compter qu'il faut embaucher des fonctionnaires pour gérer les transports, enfin c'est du délire. Le résultat, c'est ce qu'on a appris avec le rapport de la Cour des comptes. La réforme territoriale a augmenté les coûts et ne les a pas réduits. Premièrement. Deuxièmement, elle provoque un désastre et un mécontentement général. Il n'y a personne qui est content. Troisièmement, elle a été menée sans qu'on ait demandé leur accord aux Français. Tout pour plaire, si j'ose dire. Enfin, tout faux. Alors la question qu'on doit se poser dans ce genre de circonstances, c'est pourquoi faire prendre des mesures qui n'ont jamais été proposées aux Français, ce n'est pas dans le programme de M. Hollande, qui suscitent l'hostilité générale, qui coûtent de l'argent au lieu d'en économiser, et qui provoquent un désastre économique. Enfin, c'est dingue. Alors, pourquoi? Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que Hollande est dingue. C'est une possibilité que l'on ne peut pas rejeter comme ça du revers de la main. Mais ça n'est pas la bonne raison. Il y a deux raisons, moi, qui me permettent de vous dire que ça n'est pas la bonne raison. Regardez cette carte. Cette carte, c'est la carte de la Suède. Ben, figurez-vous qu'en Suède, le gouvernement de Stockholm a décidé, il y a quelques mois, de faire passer la Suède de 21 à 6 régions. Les Suédois sont furax. Dans la région nord, par exemple, il y avait 1, 2, 3, 4 régions. Vous voyez qu'elles devraient se transformer en une espèce d'immense région nord. Les Suédois disent non, ils ne sont pas du tout d'accord. Ils veulent garder la spécificité de leur région. Pareil plus bas. Au même moment, je rappelle que M. Matteo Renzi, le président du Conseil italien, s'est ramassé une paire de claques monumentales avec le référendum du 4 décembre dernier, où il a ramassé 40% de oui, 60% de non. Dans son programme, il y avait notamment la suppression des 110 provincias, c'est ce qu'on appelle les provincias en italien, il ne faut pas faire d'erreur de traduction, ce n'est pas des provinces, ce sont les départements. Il y en a 110, c'est l'équivalent de la taille de nos départements. En d'autres termes, M. Matteo Renzi avait pour objectif de supprimer les départements, comme ça nous est annoncé, on n'en parle pas trop, mais quand même, pour 2020 en France, c'est-à-dire pendant la mandature du prochain chef de l'État. Alors, si M. Hollande faisait ça tout seul dans son coin, on pourrait dire qu'il est dingue. Mais si le gouvernement suédois veut faire des grandes régions, et si Matteo Renzi voulait faire pareil en Italie, ça veut bien dire que c'est autre chose. Ça veut bien dire qu'il y a une épidémie de réforme territoriale, ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un, quelque structure quelque part, qui coordonne tout ça. Who has masterminded? Qui a conçu, qui a réfléchi à tout ça, comme on dirait en américain? Eh bien, sur toute la scène politique française, aucun autre responsable politique ne vous en parle. On peut faire confiance, je le dis devant la caméra, pour que d'ici 15 jours, 3 semaines, Mme Le Pen et M. Mélenchon, d'un seul coup, découvrent le problème. Puisqu'ils passent leur temps, par Philippot interposé ou par je ne sais pas qui, à passer leur temps à regarder ce que je dis pour essayer de se l'approprier tout en le salissant. Mais pour l'instant, je suis encore le seul à attirer la question sur l'attention du public là-dessus. Et surtout que j'attire non seulement l'attention, mais j'attire l'attention sur ce qui suit. C'est quoi ce qui se passe? Quel est l'objectif final des redécoupages territoriaux en France au XXIe siècle, en tout cas dans l'analyse que je vous propose? Et je suis tout à fait disposé à en parler avec quiconque à la télévision française. Mais justement, personne ne le veut. Le premier objectif, c'est d'avoir des régions de l'Union européenne de la même taille que les États des États-Unis d'Amérique, les États de la côte Est. Objectif numéro 1, que nos régions, en gros, la taille moyenne est la taille des États de la côte Est des États-Unis. Voilà la France à peu près à la même échelle. Ainsi, vous comprenez, par exemple, que la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie
fusionnée qui fait 31 813 km². C'est en fait la même taille que la région Catalogne espagnole, 32 108 km², la même taille que le Maryland aux États-Unis, qui fait 32 133 km². La région fusionnée Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, 57 433 km², c'est à peu près la même taille, c'est 90% de la taille de la Virginie occidentale, 62 755 km². La région Auvergne-Rhône-Alpes, 69 711 km², c'est 110% de la taille de la Virginie occidentale. Et la région Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, 84 059 km², ce qu'on appelle Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près la même taille que l'Écosse, 78 772 km², et c'est à peu près la même taille que la Caroline du Sud, South Carolina, 82 932 km². J'ai fait ressortir sur ce tableau comparatif deux États de province, la Catalogne et l'Écosse, qui présentent toutes les deux la même particularité. L'une est une province espagnole, l'autre est une province du Royaume-Uni. Elles présentent toutes les deux la même particularité, c'est d'être dirigées par des gouvernements qui réclament l'indépendance dans le cadre de l'Union européenne. En Catalogne, M. Puigdemont, qui est le nouveau président de la Généralité de Catalogne, veut recommencer ce qu'avait essayé de faire son prédécesseur, M. Artur Mas, c'est-à-dire un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. L'armée espagnole, el ejército, pour ceux qui parlent espagnol, l'armée espagnole a dit que dans ces cas-là, elle interviendrait militairement. Méfions-nous quand même des Espagnols, qui sont des êtres à sang chaud et qui peuvent verser dans la guerre civile 1936, l'a prouvé. En Écosse, la situation est encore plus cocasse, puisqu'il y a 52% des Écossais qui ont voté contre le Brexit. Ça donne donc des ailes à la présidente du gouvernement écossais pour réclamer l'indépendance du Royaume-Uni pour rester dans l'Union européenne. C'est-à-dire que les indépendantistes écossais préfèrent dépendre de Bruxelles, qui fixe toutes les lois de façon, comme vous l'avez vu, comme je vous ai montré pendant le début de cette conférence, plutôt que de prendre leur indépendance avec leurs compatriotes britanniques au Parlement de Westminster. De même qu'en Catalogne, on explique aux Catalans qu'il vaut beaucoup mieux défendre de Bruxelles que de Madrid. C'est dingue. Là, c'est un de nos adhérents qui vit encore, justement, qui nous a fait passer ce cliché pris il y a quelques semaines. Collectivité territoriale de Corse, aménagement complémentaire définitif de la traversée de la Pinède de Calvi. Vous avez un drapeau de la Sainte Vierge, grand, quasiment de nature soviétoïde. Point barre. La France n'existe plus. Vous avez les flous, le financement. Le financement, c'est la CDC, la collectivité de Corse. Et c'est le Fonds européen de développement régional. Nos compatriotes ont le sentiment que la France n'existe plus. Je rappelle que les fonds du FEDER sont surfinancés par les contribuables français, puisqu'on verse 23 milliards d'euros chaque année à l'Union européenne, qui nous restitue 14. À chaque fois qu'on met ce drapeau bleu aux étoiles nord, c'est une arnaque, puisque c'est surpayé par nous, les contribuables français. Donc on est en train de mettre partout en France, en Bretagne, en Alsace, au Pays Basque, etc., on est en train de mettre dans la tête des Français que la France n'existe plus. Voilà ce que disait d'ailleurs dans ses mémoires de Jean Monnet, les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du présent. La communauté elle-même, la communauté européenne, n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde de demain. Regardez ce que le Front de gauche, le Parti communiste français, le parti de gauche de M. Mélenchon, Europe Écologie Les Verts, avec la Nouvelle Gauche et le Parti Occitane, demandent au moment des régionales, l'Occitanie, Catalogne, notre région. Il n'y a plus question de la France. M. Mélenchon jamais ne parle de ça. M. Mélenchon fait partie des gens qui veulent démembrer la République française. Il ne vous le dira jamais, bien entendu. Mais dans les provinces, c'est ce qui se passe. Regardez ça aussi. Depuis le 1er janvier 2016, depuis 8 jours, les 158 communes du Pays Basque français se sont regroupées au sein d'une seule institution territoriale, País Vascos, le Pays Basque. Il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui a des idées derrière tout ça? Le troisième objectif, c'est de disloquer les États-nations capables de s'opposer à la domination planétaire de l'Empire Atlantide. Ça, c'est une carte
qui circule dans les milieux européens depuis 20 ans, 25 ans, qui est d'ailleurs poussé par les Verts allemands. Ils sont verts de gris. On voit la carte de France, New Look, avec Bretagne, auquel on a rattaché la Loire-Atlantique, devenue Braise. D'ailleurs, ce sont des gens qui n'y connaissent rien. Vous savez, je pense que parmi vous, il y a des gens qui viennent, par exemple, d'Ille-et-Vilaine ou de la région de Rennes. On n'a jamais parlé le breton à Rennes. C'est un pays où on parle le gallo. D'ailleurs, la langue bretonne elle-même n'existe pas. Elle a été formalisée définitivement au début du XXe siècle. Avant, il y avait le dialecte de Quimperlé, le dialecte des Côtes-d'Armor. Mais en tout cas, on n'a jamais parlé le breton à Rennes. C'est une autre langue, le gallo. Eh bien, vous avez Braise. Vous avez le Pays Vascos qui a rattaché le département, une partie du département des Pyrénées-Atlantiques. C'est justement la collectivité qui vient d'être créée. Vous avez ici une grande région qui s'appelle Occitania, nom d'une pipe. C'est une région qui vient d'être créée, Occitania. Vous avez Corsica qui est devenue indépendante, nom d'une pipe. C'est ce qui est en train de se passer. Vous avez Alsace, vous avez Savoie, vous avez ailleurs Scotland, Catalunya qui d'ailleurs a mis la main sur le département des Pyrénées-Orientales qui s'appelle Catalunya Nord. Allez sur Wikipédia, vous verrez que le département français des Pyrénées-Orientales est déjà appelé Catalunya Nord. En d'autres termes, et ça, il faut vraiment bien le comprendre, les naïfs qui ont cru que les États-Unis d'Europe, ce serait France, Italie, Espagne, Portugal... Non, c'est pas ça qui est prévu au programme. Ce qui est prévu au programme, c'est la pulvérisation des grandes États-nations qui peuvent s'opposer à l'empire euro-atlantiste. Les Américains ont pulvérisé l'Union soviétique en 1991 en jetant de l'huile sur le feu. L'empire des tsars s'est désintégré. Les Américains ont pulvérisé la Yougoslavie. Les Américains ont pulvérisé l'Afghanistan, pulvérisé la Somalie, pulvérisé le Soudan avec l'indépendance du Sud-Soudan, que là ils ont trouvé ça très bien. Pulvérisé la Serbie avec l'indépendance du Kosovo, là aussi ils ont trouvé ça très bien, paraît-il. En revanche, ça serait l'horreur lorsque la Russie met la main sur la Crimée qui a toujours été russe. Les Américains ont pulvérisé la Syrie, pulvérisé la Libye, pulvérisé l'Irak, pulvérisé l'Ukraine. Ils ont transformé ça en des zones de conflit de basse intensité. L'État central n'existe plus, c'est le règne des seigneurs de la guerre, de tous les trafics. Les États-Unis veulent pulvériser la Chine. Ils financent, je l'ai dit, je le dis et je le redis, même si ça ne plaît pas à certains, le Dalai Lama est financé par la CIA, ainsi que toute sa smala, parce que le Tibet, c'est 5 fois la superficie de la France, et si les Américains arrivaient à mettre la main sur le Tibet, ils auraient une rampe de lancement pour les missiles balistiques sur l'ensemble de la plaine indo-gangétique, l'ensemble de l'Asie du Sud-Est et l'ensemble de la Chine, c'est-à-dire en gros sur 60% de la population planétaire. Les Américains financent également les mouvements indépendantistes ouïghours. Allez vous renseigner, non pas sur Dalai Lama cette fois-ci, mais sur Madame Rabia Kader, qui vit à Washington, qui est la présidente des Ouïghours libres. Il y a encore eu des attentats, sous couvert d'islamisme d'ailleurs, dans cette partie de la Chine qui s'appelle le Xinjiang, puisque les mouvements islamistes sont financés par les Américains. Les Américains financent les mouvements terroristes dans le Caucase pour continuer le démantèlement de la Fédération de Russie. Les Américains sont derrière les mouvements indépendantistes kabyles en Algérie. Eh bien, vous croyez que ça va s'arrêter là? Non. Maintenant, c'est les pays de l'Europe qui sont en y passer. C'est l'unité nationale française qui est directement en cause. Nous avions la France, les départements et les communes. Les socialistes ont ajouté les régions, l'Union européenne. Nous avons un millefeuille de 5 niveaux d'administration insupportables. Il va falloir le régler d'une façon ou d'une autre. Le grand débat de notre époque. Il y a 2 versions. Il y a la version qui est en cours que personne jamais ne vous dit, dont vous ne voyez que des effets, des ombres portées que vous ne comprenez pas parce que vous ne comprenez pas le schéma d'ensemble. Le premier, c'est le projet monstrueux des euro-atlantistes, l'Union européenne, les régions devenues des États fédérés comme aux États-Unis d'Amérique et les comtés qui sont
à mi-chemin entre les départements que l'on supprime et les communes que l'on fusionne pour avoir la même granulométrie administrative que les États-Unis d'Amérique. Selon un processus colonial traditionnel, toute puissance coloniale a toujours voulu transformer ses colonies selon sa propre vision du monde. La France a imposé sa langue, les États-Unis nous imposent la leur. La France avait imposé son histoire, les États-Unis nous imposent la leur. La France avait imposé son armée, avait une armée coloniale, avec des tirailleurs sénégalais, des soldats algériens, qui ont payé, Dieu sait s'ils ont payé le prix du sang à Verdun, ou également pendant la libération en 1944-45. Les Américains nous imposent leur armée, l'OTAN. Les Français avaient imposé leur découpage administratif. Napoléon Ier, il crée un département du Tibre, préfecture Rome, sous-préfecture Civitavecchia. Il crée un département de l'Escaut. La Troisième République en Algérie crée trois départements, préfecture Oran, en allant de l'ouest à l'est, Oran, Alger, Constantine. Les Américains sont en train de faire la même chose, de nous imposer leur propre découpage administratif. Les petites communes à la française, ça ne correspond pas au découpage administratif français. Les départements, c'est trop grand par rapport aux comtés. On va créer des comtés à l'américaine, on va avoir le même découpage administratif. Ça, c'est le projet des euro-atlantistes. Et ça, c'est le projet de l'Union populaire républicaine. C'est en tout cas celui que je défends dans cette campagne électorale qui commence devant le peuple français. Je veux que la France reste la France. Voilà. Comme disait Charles de Gaulle, au plus grand moment, dans le 64-65, je crois que c'était dans une conférence de presse ou dans un discours, Charles de Gaulle a dit « La France a décidé, une fois pour toutes, d'être la France, et j'invite le monde entier à s'en accommoder. » Eh bien, c'est exactement ça. Nous voulons que la France reste la France, et nous invitons le monde entier à s'en accommoder. Et si on veut ça, c'est pas par nostalgie, rien, c'est par futurisme. C'est parce que nous savons que ça, c'est une voie idéologique dingue qui nous mènera à la destruction générale, jusqu'à ce que peut-être dans 150 ans, il faille réparer tous les morceaux. On n'est bien dans le monde qu'à la seule condition d'être soi-même, je le disais tout à l'heure. La sauvegarde de l'identité et de l'unité nationale, avec l'arrêt immédiat des regroupements forcés ou quasi forcés de communes. Dorénavant, un regroupement de communes ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un référendum auprès des populations concernées de chaque commune. La possibilité aux communes ayant fusionné au cours des 5 dernières années de défusionner et de reprendre leur liberté. On verra d'ailleurs comment organiser ça, parce que si d'aventure des maires refusaient de faire ça et que les populations des communes, en revanche, le souhaitent, je pense qu'on essaiera de reconnaître aux populations une espèce de droit de pétition pour imposer à leurs maires un référendum sur l'éventuelle sortie de la fusion de communes. On ne montera peut-être pas au calan. Au lieu des 5 ans, il faudra peut-être mettre 10 ans, mais on ne va pas remonter aux fusions qui ont eu lieu dans les années 70, il ne faut pas exagérer. On autorisera d'ailleurs les fusions, si par exemple, il peut se trouver dans des communes de montagne, où il y a des communes où il y a plus de 5 ou 10 habitants qui veulent fusionner, on ne s'y opposera pas, bien entendu. En fait, on veut rendre le pouvoir aux gens, tout simplement. J'oublie, ça c'est un point décisif. Le retour à la dotation globale de fonctionnement versée par l'État d'avant 2014 pour permettre aux communes d'être in bonis, comme on dit, c'est-à-dire d'être viables financièrement. L'inscription dans la Constitution des communes et des départements comme maillons essentiels de la démocratie française, avec bien entendu l'impossibilité ultérieure de supprimer les départements. Une réduction drastique du millefeuille administratif. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré que le grand choix qui s'offre à nous, que je suis le seul à vous expliquer clairement, c'est le choix entre, d'un côté, les États-Unis d'Euro-Atlantique, avec à terme la disparition de la France, des départements, des communes, et leur remplacement par les États-Unis d'Euro-Atlantique, par l'Union européenne interposée, les régions devenues des États fédérés et les comtés. Donc nous ne voulons pas ça. Ce que nous allons faire, nous, c'est d'abord réduire le nombre de députés. Je vois d'ailleurs que tout le monde s'y met. Bon.
Nous, on propose de réduire le nombre de députés de 577 à 500. Ça fait une économie de 77 postes de députés. Pourquoi 500? Parce que, d'abord, c'est un nombre rond. Deuxièmement, ça fait un député pour 130 000 habitants. C'est le ratio qu'on trouve en Allemagne. Donc, ça permet de faire une petite économie. Certains voudront peut-être aller plus loin, mais moi, je ne fais pas d'anti-parlementarisme systématique. Il est quand même important aussi d'avoir des vrais débats nationaux. La suppression des 74 députés européens, puisque nous quittons l'Union européenne. Je précise au passage que tous ces gens ont des voitures avec tableau de bord. Et je signale que c'est nous qui payons. Hein. La réduction du nombre de sénateurs. On a actuellement 348 sénateurs pour 65 millions d'habitants. Aux États-Unis, ils ont 320 millions d'habitants, ils ont 100 sénateurs. En Allemagne, ils ont 82 millions d'habitants, ils en ont 69 au Bundesrat. Donc nous, on propose d'avoir 100 sénateurs comme aux États-Unis. Ça fera 6 fois plus, 5 fois plus de sénateurs par tête de pipe qu'aux États-Unis. C'est suffisant. On économisera ainsi 248 postes de sénateurs. Pas besoin de vous dire que nous sommes le seul parti politique à pouvoir proposer ça, parce que les autres, les grands partis, comme ils sont bourrés de sénateurs et de députés européens, j'ai vu que Mme Le Pen vient de s'emparer, elle a elle-même pompé ça, que je présente depuis 3 mois, elle a elle-même pompé ça en passant chez Bourdin, sauf qu'elle n'a pas parlé des députés européens, elle parle d'or. Je rappelle que son papa, il est député européen depuis 35 ans, qu'il a dû mettre quelque chose comme 5 à 6 millions d'euros net d'impôts dans sa poche, sans compter les frais de secrétariat, que M. Gollnisch, il a fait 27 ans, et qu'elle-même, mademoiselle Le Pen, elle, ça doit faire 17 ans qu'elle est députée européenne. Donc comme par hasard, elle n'a pas proposé la suppression des députés européens. Le retour aux régions de France métropolitaine d'avant la réforme Hollande et surtout la suppression des régions en tant que collectivités locales. On veut même d'ailleurs se poser la question de savoir si c'est bien raisonnable même d'avoir des régions, peut-être qu'un système de coordination comme du temps de Pompidou, avec un petit établissement public qui essaie de faire de la coordination régionale, c'est pas forcément stupide. En attendant, ça veut dire qu'on va revendre tous les conseils près des hôtels de région, et puis que les 1757 postes de conseillers régionaux, nous allons dire, mesdames et messieurs, la commedia est finita. Parce que ça sert à rien. D'ailleurs, vous savez très bien, les gens s'arrachent les cheveux, les fonctionnaires, parce qu'il y a des cofinancements. Alors la région va mettre ça, le truc, mais ça, c'est complètement des doublons. Ben, 1757 postes de conseillers régionaux, qui ont tous des voitures avec... Et puis, on va diviser par 2 le nombre de conseillers départementaux. Parce que vous avez vu ce truc de dingue aussi. Les conseillers départementaux, l'État, enfin M. Hollande a décidé de diminuer le nombre de conseillers gérants, de cantons, pardon. Bon, très bien, dont acte. Mais il a multiplié par 2, c'est que maintenant on élit des couples. C'est du délire. D'abord, on élit des couples hommes et femmes. Je suis assez choqué. Pourquoi cette discrimination? C'est vrai. Pourquoi faut-il avoir un couple d'hommes et de femmes? Ça vient même le seul endroit où il va falloir faire des couples d'hommes et de femmes. Ça n'a pas de sens. Pourquoi avoir un couple? Quand on élit un président de la République, on n'élit pas un homme et une femme. Quand on élit un député, on n'élit pas un homme et une femme au même poste. Donc, on supprimera l'un des deux. Ça fait 2054 postes de conseillers départementaux en moins. Ça va faire du bruit, hein. Au total, on supprime 4210 postes d'élus. Ce sont des centaines de millions, des milliards d'euros d'économie annuelle. Hein. Et je rassure les démocrates, on garde 500 députés, 100 sénateurs, 2054 conseillers départementaux et les 35 885 maires. Parce que les autres, ceux qui veulent supprimer les mairies là et faire des comtés, ce qu'ils oublient de vous préciser, c'est que si vous n'avez plus les petites mairies, vous savez ce que c'est qu'un maire d'un petit village? Je ne parle pas des maires des grandes villes. Ben, un petit village, c'est un apostolat laïque. Moi, je connais, quelqu'un que je connais bien, le maire du petit village de la Nièvre. Ce monsieur, inétaillable et corvéable à merci, 365 jours par an ou à peu près. Tout le monde peut l'appeler chez lui, etc.
Dès qu'il y a un problème, vous connaissez ça, ceux qui vivent dans des petits villages, dès qu'il y a un petit problème, on se tourne vers lui, il y a un nid de poule. Ah, monsieur le maire, il y a un nid de poule chez moi, la branche du voisin est tombée dans le jardin. Monsieur le maire, il faudrait que le voisin il taille un peu ses arbres. Monsieur le maire ci, monsieur le maire ça. Donc voilà, c'est ça, un maire. C'est une espèce de juge de paix, c'est quelqu'un qui, moi j'ai vu des maires qui font un travail merveilleux. Il y en a par exemple, j'ai vu un dans la Manche, il fait tous les ans une espèce de samedi citoyen, donc il y a tous les gaillards du village, enfin il y a les dames qui préparent de la bouffe, et puis il y a les hommes qui vont, l'autre fois ils ont fait tous ensemble un abribus. Tout le monde s'y est mis, gratis, du bénévolat. Le maire, il est furax parce qu'on le force à être dans une communauté de communes avec la grande ville du coin. Alors, dans la grande ville du coin, il y a un type qui est le président, qui est le maire, président de la communauté de communes, qui rêve d'être calife à la place du calife, donc il se voit déjà député, ministre, premier ministre, etc. Donc, le type, il s'est fait construire une médiathèque François Mitterrand, ou Jean Jaurès, ou je ne sais pas quoi. Et dans la médiathèque, on met 3-4 croûtes, il n'y a jamais personne qui y passe, ça coûte des frais de fonctionnement colossaux. Et la petite mairie en question, qui était très très bien gérée, on la force à être là, à payer l'éléphant blanc pour assurer la retraite du mec qui est à 25 km. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Si on supprime les petites mairies, ça va coûter des sommes folles. Parce que les mairies, il faudra bien qu'il y ait quelqu'un les gère, sauf que comme il n'y aura plus désormais tout ce bénévolat, cette espèce de démocratie à l'état natif que l'on trouve en France, la mairie, les affaires communales seront gérées à 25 km dans le comté avec le shérif. C'est le modèle qu'on nous impose. Mais le shérif, lui, qui aura 28 communes à gérer, plus, et puis surtout il gérera sa carrière personnelle, il va vouloir embaucher des fonctionnaires qui vont faire, avec des, je sais pas, 2, 3, 4 000 euros par mois avec les charges sociales, va faire le boulot moins bien et depuis 20 km et avec des heures de bureau que le maire actuellement fait quasiment gratuitement, le maire du petit village. C'est une honte. C'est-à-dire qu'on est en train non seulement de tuer la démocratie locale, la démocratie de terrain, mais en plus de ça, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus inefficace, de totalement antidémocratique et ruineux. Voilà le résultat de la situation. Il est dit que si. Ah, il y a peut-être un maire dans la salle. Mais en plus, je le pense très profondément. Je ne sais pas s'il y a des maires dans la salle, mais je le pense honnêtement très profondément. C'est invraisemblable ce qui est en train de se passer sur cette affaire. Invraisemblable.